Mesdames et messieurs du jury, chers amis, au moment de nous affronter dans cette joute verbale, je mesure la responsabilité qui est la mienne de représenter le travail collectif et les attentes européennes de ceux dont je porte la parole. Mais je nous trahirais si je vous présentais ce vieux continent comme un long fleuve tranquille, comme le beau Danube bleu sur lequel l'aristocratie autrichienne ne voyait pas le spectre de la Grande Guerre à venir. L'idée européenne connaît aussi ses crues et ses décrues, au même titre qu'elle a connu ses plus belles heures et ses drames les plus innommables. De l'Atlantique à l'Oural, des îles britanniques désunies aux Balkans capricieux, l'Europe a souvent été à l'origine des plus belles inventions et des plus sombres tragédies, de la traite négrière jusqu'au totalitarisme dernier. Mais l'on aurait tort de négliger le Parthénon athénien, l'humanisme rabelaisien, les Lumières de Locke, Diderot, Descartes, l'arrachement aux superstitions religieuses, l'affranchissement long et fastidieux des femmes qui ont aussi contribué au progrès du monde. Le vieil Hugo, de son exil, n'appelait-il pas aux États-Unis d'Europe pour éviter les guerres, en prolongeant sa lutte pour le sort des plus nécessiteux? Notre plus récente panthéonisée, Simone Veil, évoquait-elle d'une seule fois quelques rancœurs à l'égard du peuple allemand, après avoir vécu l'indicible parmi ceux qui avaient prétendu un temps incarner le pays de Goethe et de Schiller dans leur folie barbare et meurtrière? Non, au nom de l'espoir, cher à André Malraux, lorsqu'il s'apprêtait à défier le ciel noir des escadrons fascistes, au nom d'une certaine idée de l'humanité et de l'Europe, des hommes, des femmes se sont levés à chaque époque pour mener plus loin l'émancipation humaine et l'idée européenne. Aujourd'hui, nous souhaiterions être de cela, tant qu'il nous l'est permis. Je sais qu'en proclamant cela, je peux être taxé de discours partisans, clivants, politiques. Et alors, n'y a-t-il pas de plus beau concept qui prit forme entre la colline de l'Apnix et les caprices de la mer Égée? Comment évoquer l'Europe avec tous ses tourments, sans la défendre aussi, tandis que les périls grondent à ses portes et sous son toit? Vous nous trouverez peut-être naïfs, mesdames et messieurs, comme tant et tant, vous n'aurez qu'à mettre cela sur le compte de l'âge. À l'heure où les velléités de changer le monde font désormais sourire. Mais je ne crois pas que nous sommes naïfs. Je sais une chose. Je sais que nous refusons de nous résigner à l'heure où nos frères se noient à nos portes. La souveraineté, cette idée neuve du vieux Rousseau, peut être aussi déclamée à plusieurs, dans un cadre européen, dans une sorte de famille, qui se serait alors cherchée près de 15 siècles. Mais nous aurions traversé la Manche, percé les Alpes, envoyé des satellites dans l'espace, travaillé les uns chez les autres, cassé les murs au cœur du continent, et nous ne pourrions nous réunir par-delà nos égaux. Je ne veux pas y croire, je ne veux même pas l'envisager, car s'y résoudre signerait notre échec, mais le vôtre aussi, celui des générations successives, d'après-guerre, et dont le legs serait alors devenu un fardeau. Mais nous avons encore des rêves. Dans la langue de Shakespeare, de Molière ou en espéranto, nous ne pouvons nous résoudre à laisser à nos enfants une planète bientôt devenue irrespirable. Nous ne pouvons laisser ceux qui, de l'autre côté de la Méditerranée, partagent nos rêves candides, mais non notre condition. Nous n'avons pas la subtilité suffisante des institutions, mais nous avons une chose. Nous avons notre énergie, qui n'est en rien incompatible avec nos passeports nationaux. Nous avons enfin nos aspirations chevillées pour que l'Europe nous offre un avenir commun, loin des haines réchauffées, des fous de Dieu et de ceux du tweet. Wir sind Europa. Siamo l'Europa. We are Europe. Nos somos Europa. Nous sommes l'Europe. Je vous remercie.